L'Inde accède à l'indépendance en 1947. Elle compte alors 350 millions d'habitants. La population actuelle atteint 1,1 milliard et continue de croître au rythme de 17 millions par an. La densité de la population est 3 fois plus élevée qu'en France. L'Inde, c'est le pays des grandes agglomérations. Delhi, Calcutta et Bombay comptent chacune de 14 à 20 millions d'habitants, avec des quartiers chics, mais aussi des quartiers très pauvres et des bidonvilles. Les problèmes de circulation et de pollution s'amplifient. Officiellement aboli en 1950, le système des castes reste la base de la structure sociale et conserve encore un pouvoir considérable. En bas de l'échelle sociale se trouvent les Dalits, autrefois appelés les intouchables, relégués aux tâches les moins gratifiantes. Les populations tribales, appelées Adivasi, représentent 68 millions de personnes et sont également particulièrement marginalisées dans la société indienne. Les religions sont très présentes, comme ici les pèlerins hindous sur les bords du Gange à Bénarès, et l'hindouisme, religion pratiquée par 82% de la population, contribue à entretenir le système des castes. Les médias nous présentent le plus souvent l'Inde qui brille, avec une croissance annuelle de 8%, des réussites industrielles, notamment en informatique et dans les services. Les projets immobiliers fleurissent. Mais cette Inde-là ne profite qu'aux classes dirigeantes et aux classes moyennes. Les pauvres, qui constituent la majorité de la population, ne voient pas les bénéfices de la croissance et parfois même ils en sont les victimes. On oublie en effet que 65% de la population indienne, soit 700 millions d'habitants, vivent essentiellement de l'agriculture. La révolution verte des années 60 et 70 a certes permis à la production agricole indienne de progresser plus vite que la population et de devenir autosuffisante. Mais aujourd'hui, la production stagne, tandis que la population continue d'augmenter. La nourriture ne manque pas sur les étalages, mais 300 millions d'Indiens ne mangent pas à leur faim ou souffrent de malnutrition, car ils disposent de moins d'1 euro par jour et n'ont pas les moyens d'acheter les aliments nécessaires. La majorité d'entre eux sont de très petits paysans ou des paysans sans terre. Cette comparaison entre les agricultures françaises et indiennes nous montre que chaque famille paysanne ne dispose en moyenne que de 1,20 hectares cultivés contre 60 hectares en France. Et cette moyenne cache de grands écarts. 10% des agriculteurs occupent la moitié des terres, tandis que plus de la moitié des paysans ont moins d'un demi-hectare, ou parfois n'ont même plus de terre. Ils cherchent alors un revenu ou un complément en travaillant chez les propriétaires pour des salaires extrêmement faibles. Certains ouvriers agricoles sont liés à leur employeur dans des conditions proches de l'esclavage. Depuis les élections de 2004, le gouvernement indien a promis d'appliquer une véritable réforme agraire, s'appuyant sur les différentes lois antérieures, souvent contradictoires et mal appliquées. Et en 2007, de très nombreux paysans privés de leurs droits ne voient toujours rien venir. Après 10 ans de mobilisation au niveau local et au niveau des États, Ekta Parishad a décidé d'organiser une grande marche pacifique d'information et de revendication fondée sur les principes du Satyagraha de Gandhi. Démarche à la fois spirituelle et politique
alliant non-violence et désobéissance civile. Du 2 au 28 octobre 2007, une marche de 350 km entre Gwalior et Delhi réunit 25 000 ruraux venus des 4 coins de l'Inde. Des petits paysans expropriés ou privés d'une partie ou de la totalité de leurs terres, des ouvriers agricoles, des populations tribales chassées des forêts, des membres d'organisations de défense des droits humains. Le mouvement populaire Ekta Parishad s'est construit depuis 1990 sur la base d'une mobilisation locale dans divers États de l'Inde pour atteindre aujourd'hui une dimension nationale. Sous l'impulsion de son leader Raja Gopal, cette organisation regroupe aujourd'hui plus de 150 000 membres et on estime à plus de 10 millions le nombre de personnes concernées par son activité. Elle est présente dans 13 États et agit dans plus de 4000 villages. Ce mouvement a pour but d'aider le peuple à mieux contrôler les ressources qui lui permettent de subsister, la terre, l'eau et la forêt. Ekta Parishad ne réclame pas une nouvelle loi, mais revendique 3 mesures prioritaires. La création d'une autorité nationale pour la terre, qui répondra aux demandes des plus pauvres et des sans-terre, la création de cours de justice à comparution rapide, permettant de traiter plus rapidement les conflits fonciers et d'empêcher certains potentats locaux de conserver des terres de façon illégitime. Et enfin, la création d'un système de guichet unique, facilitant l'accès à la terre pour les petits paysans qui doivent faire face à de multiples interlocuteurs administratifs. Ce guichet unique a déjà été mis en place par le gouvernement pour l'installation des firmes multinationales sur de grandes exploitations agricoles. La plupart des marcheurs défilent en silence, l'air grave. Ils sont déterminés et d'une grande dignité. Nous ne sommes pas des mendiants, nous réclamons le droit à notre terre, une justice égale pour tous. L'eau, la forêt et la terre doivent être contrôlées par le peuple. Ils dénoncent les expropriations imposées sans contrepartie par le gouvernement, la mainmise des grands propriétaires sur les terres, et ne veulent plus que ces propriétaires traitent la main-d'œuvre comme des esclaves. Là maintenant,
il n'y a que le quart de la manifestation qui a passé. I am in charge of this command Ari Aravelan, the state coordinator of Ekta Parishad at Tamil Nadu. Here with my friend Hari. 350 marcheurs du Kerala et du Tamil Nadu sont présents à la marche Janadesh. Ce sont des sans-terre, Dalits, Adivasi, et aussi des pêcheurs et des ouvriers agricoles. À Kamishram, village du Tamil Nadu où les paysans cultivent la terre depuis 4 à 5 générations, ils n'ont pas encore leur nom enregistré dans des actes correspondant à leur titre. L'administration les évite et ne traite pas le problème, alors qu'elle a tous les éléments pour officialiser ces titres. Depuis 3 ans, Ekta Parishad a fait un travail d'animation et de formation pour que les paysans osent faire les démarches eux-mêmes. À travers les échanges avec les autres délégations présentes à Janadesh, ils prennent confiance en eux et se préparent à agir à leur retour. Jivan. Autre problématique, autour des zones de production de sel, dont les travailleurs sont majoritairement des Dalits. Les terres d'exploitation appartiennent au gouvernement du Tamil Nadu. Celui-ci met progressivement ces terres à la disposition des compagnies agro-industrielles privées. Les Dalits ne sont pas propriétaires, ils se retrouvent sans emploi et contraints d'émigrer. Dans ce processus, les plus vulnérables sont les femmes, qui vivent alors dans l'insécurité, spécialement les jeunes filles, car dans la culture tamoule, elles ne doivent pas sortir de leur famille. C'est un problème de perte de dignité pour les plus pauvres parmi les pauvres. Dans ce combat pour la terre, les femmes agricultrices occupent une place particulière. Land and resources to the women means we're not just saying that okay, land is not just a piece of land in India. It's prestige, it's the livelihoods, it's part of your life. Dès qu'on parle d'accès à la terre pour les pauvres, Dalits et Adivasi, on parle aussi d'accès à la terre pour les femmes. Parler de terre en Inde, ce n'est pas simplement parler d'un lopin de terre, c'est parler d'honneur, de subsistance, de vie dans la dignité. Ce sont les femmes qui ont inventé l'agriculture indienne. 75% des travailleurs agricoles sont des femmes. Or, les femmes ne possèdent pas la terre ni la ferme. Elles ne sont pas reconnues comme agricultrices. Nous disons que leur statut doit être reconnu. Les femmes s'occupent de la maison, mais ce sont les hommes seuls qui ont la propriété de la maison. En cas de conflit dans la famille ou dans la communauté, les femmes sont tout simplement jetées dehors, sans aucune protection. De plus en plus fréquemment, elles acceptent des emplois sans dignité. Elles vendent leur corps ou sont soumises aux abus sexuels des grands propriétaires, issus des classes supérieures. En résumé, pas de maison, pas de terre, pas de moyens de subsistance sur lesquels s'appuyer. Une vie sans sécurité et sans dignité. Nous portons 3 demandes principales. Les femmes devraient être reconnues comme agricultrices, des titres fonciers conjoints portant le nom de la femme et celui du mari, un salaire égal et juste entre hommes et femmes. Quelles que soient les décisions du gouvernement en matière de réforme agraire,
il devra adopter une politique intégrant le droit des femmes.